nous, on travaille de très près avec les entreprises sur leurs besoins de recrutement. Le but, c'est de proposer des formations qui débouchent sur un emploi stable, bien rémunéré. Et donc, les personnes rentrent en formation seulement si elles ont une promesse d'embauche à la clé. Et on a beaucoup d'entreprises qui se posent la question de est-ce que mes techniciens, je dois les embaucher en interne? Et on a plusieurs entreprises similaires à Unit qui se sont parfois lancées dans le défi de construire leur propre équipe de techniciens et qu'on a accompagné sur le sujet. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marianne Montiel, ravie comme toujours de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Paul Munoz qui me fait le plaisir donc d'être avec moi ce soir parce qu'on enregistre exceptionnellement en soirée aujourd'hui. Bonjour Paul. Bonjour Marianne. Et donc Paul, tu es avec nous. Tu ne fais pas partie d'Unit, mais tu as cofondé une école avec un nom magnifique, une école qui s'appelle l'Étincelle, qui est là pour former les futurs techniciens de la transition énergétique. On va en parler ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies renouvelables, le secteur des énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est un bassin potentiel d'emploi énorme. Et toi, Paul, tu as fait le constat, il y a quelques années justement, qu'on avait un manque criant de techniciens spécialisés, mais aussi de formation, justement, pour accompagner cette transition. Avant de te présenter, de revenir un peu sur ton parcours et nous présenter aussi évidemment l'école et les formations que vous avez mises en place, est-ce que, Paul, tu peux déjà nous dire, par rapport à ces propos introductifs, est-ce qu'on a déjà une idée, peut-être chiffrée, des besoins à venir en termes d'emploi dans les prochaines années ? Oui, complètement. Déjà, merci de me recevoir, Marianne, et ravi Merci à toi. d'échanger sur ce podcast, et notamment, effectivement, le lien entre Unit et l'Étincelle peut être assez rapidement fait, dans le sens où l'installation d'énergie renouvelable nécessite des techniciens et des chantiers à réaliser. Et donc, après, toutes les entreprises n'ont pas des techniciens en interne, mais font parfois appel à des sous-traitants. Et donc, c'est ces entreprises-là que l'on aide directement, les entreprises de BTP, d'électricité, d'installation de panneaux solaires et de bornes de recharge, à recruter leurs techniciens. Ça, on aura l'occasion d'en On va en parler. reparler. Pour parler des chiffres, effectivement, le secteur des énergies renouvelables, en tout cas, nous, ce qu'on a chiffré, c'était au niveau de la transition énergétique. Donc, comment on fait pour électrifier les usages, passer du chauffage au gaz au chauffage électrique, avec la pompe à chaleur notamment, électrifier notre production d'énergie avec l'installation de panneaux solaires et d'autres énergies renouvelables. Pareil sur la mobilité, avec les bornes de recharge et les voitures électriques. On estime qu'il y a environ 500 000 techniciens qui doivent arriver sur le marché du travail d'ici 2050 et sur des métiers relativement nouveaux sur lesquels on n'a pas encore beaucoup de recul et donc où l'aspect formation est essentiel. Et la filière photovoltaïque, puisqu'on parle aussi des panneaux solaires spécifiquement avec Unit, elle devrait représenter à peu près 25 000 emplois dans les prochaines années. Et donc, effectivement, il y a une multiplication de l'énergie renouvelable à produire. Et donc, mécaniquement, les techniciens, les besoins de techniciens suivent en proportion par rapport à ça. Je crois que le chiffre que tu avances, 500 000 techniciens, je crois que c'est un chiffre qui vient d'Enedis, il me semble, qu'ils avaient communiqué sur ça. Le syndicat des énergies renouvelables, le SER, avait lui fait une étude sur la contribution des ENR à l'économie du pays et parlait, je crois, de 300 000 emplois dans toute énergie confondue d'ici 2030. Donc dans un futur un petit peu plus proche. Effectivement, le constat d'Enedis, il est un peu plus englobant puisqu'il y a plein de métiers liés au réseau. Donc Enedis lui-même, en tant qu'entreprise, je crois embauche 15 000 techniciens de raccordement réseau. Et donc en fait, on se rend pas compte, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes à embaucher sur des métiers nouveaux. Donc il y a des énormes transitions de filières avec d'autres filières, par exemple, de métiers de techniciens qui sont moins en croissance, comme on peut citer la fibre optique, ou d'autres qui nécessitent justement des bascules de formation et de la mobilité interne parfois dans les entreprises. On va parler donc de ton école, mais alors avant ça, moi je suis un petit peu curieuse, donc j'aimerais savoir en fait quel est ton parcours. Est-ce que tu viens de l'électricité, du solaire, des énergies renouvelables ou pas du tout? Est-ce que tu es arrivé là par hasard? C'est plutôt la deuxième option. Alors, est-ce que je suis arrivé là par hasard? Je ne sais pas s'il y a jamais un hasard. On va pas C'est quand même exagérer une quand volonté. même. C'était une volonté de ma part. Mais non, c'est vrai que moi, j'ai réalisé une formation école de commerce. Et ensuite, en fait, j'ai travaillé dans le milieu du digital plutôt et du recrutement. Donc, comme quoi, le recrutement et la formation, quand même, ça vient d'un peu de loin. Et après une expérience d'intrapreneuriat au sein d'une entreprise où j'ai lancé un service de recrutement, moi, j'avais des intérêts personnels et ma curiosité qui commençait à se rapprocher des domaines
de la transition écologique et sociale. Et donc, j'avais envie, en plus d'entreprendre et de créer mon propre projet. Donc, les deux combinés m'ont amené à creuser le secteur du bâtiment où je trouvais quelque chose d'un peu plus tangible que parfois les logiciels et les Oui. plateformes tech. Et dans le bâtiment, il y avait effectivement cette problématique humaine de compétences qui est très vite arrivée sur la table dans mes discussions avec les différents acteurs. Et donc, avec 2 associés, on a très vite mis les yeux sur ce problème et essayé de trouver des solutions et notamment, tout simplement en créant après un centre de formation, école, dans le sens où on forme également des personnes en apprentissage, donc des personnes plus jeunes, ou en tout cas qui sont en finalisation d'études, mais des personnes aussi en reconversion, de manière principale, sur ces métiers-là. Alors, tu mentionnes les 2 personnes avec qui tu as fondé, l'école, donc l'Étincelle. Alors, c'est donc, je crois, Geoffrey Poirier et Xavier Freyss. Exactement. On s'est rencontrés à Geoffrey via un ami, en commun. Donc on a tous les 2 eu un timing assez similaire sur, les réflexions d'entrepreneuriat dans ce domaine-là. Lui, il avait déjà créé une entreprise, qu'il avait revendue. Ensuite, Xavier, en fait, on avait rencontré Xavier via un groupe, de voilà, d'entrepreneurs qui se cherchent, on va dire et hem Et qui se trouve. et qui se trouve puisque lui, il avait exactement posé les mêmes constats qu'on a posés. Donc on s'est dit: Au lieu de créer 2 projets différents, allons à l'essentiel». Et on a besoin en plus de faire beaucoup de choses opérationnelles, que ça soit de communiquer auprès des candidats, auprès des entreprises, obtenir des financements, construire nos plateaux techniques, construire notre pédagogie, réaliser les formations. Et donc tout ça à 3, on n'était pas assez de bras pour le faire. Et donc depuis, on a construit une équipe également en interne, mais ça nous et des partenaires, qui nous aident beaucoup aussi au quotidien. Alors, on va parler justement donc des formations que vous proposez. Alors déjà, l'école, elle a été fondée, je crois, fin 2023. Si mes Exactement. informations sont bonnes, elles le sont. Et la première promotion, je crois, d'installateur de panneaux photovoltaïques, c'était en octobre. Aujourd'hui, il y a 3 formations qui sont proposées. Alors, quelles sont-elles? Nous formons sur uniquement les métiers techniques. Donc j'insiste, effectivement, des métiers niveau bac, ou CAP qu'on doit les situer par rapport à des niveaux d'études, qui sont tous liés à l'électricité. Donc installateur de panneaux solaires, photovoltaïques, installateur de bornes de recharge de véhicules électriques. Donc c'est 2 métiers assez proches, assez connexes et souvent, en plus, on demande de la polyvalence aux techniciens. Et un troisième qui est un diplôme d'apprentissage en électricité, donc technicien en électricité. Ensuite, les apprenants peuvent se spécialiser dans les domaines, que j'ai cités précédemment. Donc ils peuvent travailler dans l'électricité, on va dire traditionnelle, du bâtiment, tertiaire, industriel, mais aussi dans les énergies renouvelables. D'accord. Donc, installateur mainteneur de panneaux photovoltaïques, installateur mainteneur de bornes de recharge et un cursus un petit peu plus large, peut-être d'électricien. C'est ça, exactement. On distingue effectivement ces deux types de parcours. Les 2 premiers sur des parcours spécialisés, donc directement sur un métier très très spécifique et qui convient plutôt qui est court, hein, et intensif puisque ces formations-là durent 7-8 semaines. On parlera ensuite après des dispositifs de formation, mais c'est notamment, acté pour les demandeurs d'emploi avec France Travail. Et donc ces parcours, c'est un retour à l'emploi rapide en contrat CDI ou CDD, donc qui est plutôt dirigé pour des techniciens mais dans d'autres domaines ou des personnes qui ont de l'expérience quand même dans le BTP ou qui ont un peu d'expérience professionnelle dans ce domaine. Voilà, c'est pas des reconversions complètes, d'une personne qui est comptable et qui souhaite devenir, installateur de panneaux solaires. Cette personne-là, on va plutôt lui recommander le deuxième parcours qui, là, est diplômant en électricité, alors que les 2 premiers parcours, on appelle parcours professionnalisant puisqu'on délivre surtout des habilitations qui permettent d'être opérationnel rapidement. Mais le parcours est trop court pour vraiment avoir un diplôme au bout. Par contre, le deuxième parcours avec un an d'apprentissage, on a le temps d'obtenir un diplôme de niveau bac, reconnu par l'État en électricité. D'accord. Alors, je sais que vous avez 3 campus aujourd'hui, un qui est à Lyon, un à Toulouse et un autre qui est en région parisienne à Aubervilliers. Tu as mentionné donc 3 formations, il y a 3 campus. Est-ce que chaque campus, en fait, est dédié à une formation ou est-ce que c'est mélangé? Non, tous les 3 formations sont disponibles sur les 3 campus. L'idée, c'était de servir justement les besoins, des entreprises au plus proche du terrain, parce qu'une entreprise, souvent, quand elle recrute des personnes autour de chez elle, autour de sa zone de chalandise, de chantier. Et donc il y a vraiment un enjeu, dans notre développement aussi ensuite, d'être au plus proche des besoins des entreprises et donc, d'être, présent, partout. Et donc c'est pour ça qu'on a assez vite, depuis 2 ans, ouvert sur 3 localisations différentes. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Combien il y a d'apprenants dans une promotion, par exemple? Vous avez combien de promotions par an? Comment ça se passe? On construit nos sessions de formation et nos plannings par rapport, évidemment, à la demande d'entreprise sur chacun des domaines et on a à peu près, 200 à 250, apprenants
par campus à l'année. Alors ça, c'est évidemment au rythme de croisière. Là, on a ouvert des campus, typiquement Lyon, on l'a ouvert il y a 1 an, Toulouse, on l'a ouvert en janvier. Donc voilà, on n'a pas encore assez totalement le recul pour avoir formé 250 personnes sur chacun des lieux, mais c'est l'ambition, c'est d'avoir des sessions de chacune des formations sur chacun des campus régulièrement, en fonction de la demande. Donc le photovoltaïque et les bornes de recharge sur la formation intensive, c'est environ une session de formation tous les 2-3 mois. Et sur l'apprentissage, on a 3 sessions par an parce qu'il y a des grosses saisons avec l'apprentissage, notamment les rentrées de septembre, rentrées de janvier et aussi plutôt vers juin, puisque comme ça permet aux apprenants d'arriver en entreprise en septembre. D'accord. Et alors, tu mentionnes 250 apprenants au total, mais chaque promotion, c'est plus un Oui, nombre pardon. plus réduit, C'est j'imagine, oui. effectivement oui, oui, chaque promotion, c'est des petits groupes parce qu'en fait, pour former sur un métier technique, il y a vraiment un enjeu déjà de notion de sécurité. On pense au travail en hauteur sur, les installations de panneaux, photovoltaïques, mais tous les métiers sont liés à l'électricité, donc il y a la mise en tension, qui nécessite quand même d'avoir un formateur qui encadre un petit groupe. Donc c'est pas des classes de 30-40 comme on peut avoir comme souvenir à l'école ou à la fac. Là, on est, vraiment sur des, promotions de 12 à 20 personnes maximum. Heu, quels sont les profils de personnes que vous avez, parmi les postulants et les apprenants? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des prérequis? Comme si moi, par exemple, je veux faire ta formation, est-ce que je peux? Ouais, côté candidat, sur toutes nos formations, on a 2 prérequis, on va dire, dans le dur, qui sont la maîtrise de la langue française au niveau B1, que ça soit côté oral, enfin parlé, lu, écrit Donc ça, c'est et check pour l'instant. Ouais. d'avoir des appétences pour les métiers manuels. Donc, si tu es bricoleuse, et que, en tout cas tu souhaites, tu es à l'aise dans ces métiers-là et que en tout cas tu as cette première appétence et tu seras pas complètement perdue avec un tournevis, Bon, pour moi, ça se ça complique un peu là, on va être ouais. honnête. Après, nous, on estime que voilà, c'est une première appétence qui souhaite déjà être renseigné sur le métier, sur les conditions de travail aussi, parce que au-delà de ces prérequis, il y a quand même des conditions de travail en extérieur, en hauteur, avec un métier physique. Mais toutes ces choses-là s'apprennent et surtout se surmontent avec de la motivation. Donc nous, c'est pour ça qu'on a des prérequis assez larges pour en fait ensuite diriger les candidats sur la bonne formation et les orienter sur la bonne formation selon leur profil, puisque comme tu le disais en termes de public, la formation en apprentissage, alors ça c'est l'État qui fixe les règles, c'est pas forcément nous, mais on a le droit au contrat d'apprentissage habituellement jusqu'à 30 ans maximum, 35 ans avec quelques dérogations, mais ça va plutôt être des personnes qui ont moins d'expérience professionnelle, qui ont aussi le temps de se former, un peu plus, même si le côté intensif est aussi le cas dans cette formation, puisqu'ils passent quand même un diplôme de niveau bac en 1 an au lieu de le passer en 2-3 ans dans le circuit scolaire, classique et ensuite, sur la formation courte intensive, 7-8 semaines, là par contre, effectivement, on va regarder un peu plus les expériences passées, du candidat. Est-ce qu'il a déjà travaillé dans le BTP? Est-ce qu'il a déjà travaillé en grand déplacement? Est-ce qu'il a le permis de manière quasiment obligatoire? Parce que là, les entreprises qui embauchent en CDI après une formation relativement courte, elles souhaitent quand même, un degré d'opérationnalité du profil, plus élevé, du fait de ce type de contrat en CDI plutôt qu'apprentissage et donc en termes d'âge, vraiment ça va de 18 à 50 ans, et même plus, quand la personne, aussi correspond aux offres des entreprises que l'on a actuellement. Puisque pour rentrer aussi, un peu dans l'explication globale, nous on travaille de très près avec les entreprises sur leurs besoins de recrutement. Le but, c'est de proposer des formations qui débouchent sur un emploi stable, bien rémunéré et donc les personnes rentrent en formation seulement si elles ont une promesse d'embauche, à la clé. Et donc cette promesse d'embauche, on les aide, on les accompagne pour l'obtenir, sur les profils que l'on sélectionne suite à des entretiens de notre côté. Ce qui permet en fait, pour le candidat de sécuriser ce qu'il va faire après la formation, pour, nos partenaires publics, financeurs de savoir où, ils investissent en termes de budget et de formation et aussi pour les entreprises, d'avoir un profil déjà formé, déjà habilité, pour leur projet de recrutement et de faire confiance à des profils sur lesquels, ils auraient peut-être pas misé, si on n'était pas intervenu en liant entre les 2. Quand tu parles des partenaires d'ailleurs, j'imagine que France Travail doit être un interlocuteur, privilégié. Est-ce qu'il y en a d'autres ou Nos formations sont financées, par, France Travail, par les entreprises et par, les OPCO qui sont en fait les opérateurs de compétences qui financent l'alternance. Donc, qui nous, payent pour, les heures de formation en alternance. Mes dernières petites questions sur ça, puis après on va parler peut-être un petit peu plus aussi du lien avec Unit, mais déjà pourquoi le nom, l'étincelle? Et aussi par rapport à vos postulants, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ou c'est vraiment un métier d'homme? Alors c'est 2 questions très différentes, mais je Oui, vais je complètement. vais répondre aux 2. L'étincelle justement, ça nous est venu d'un double,
double signification. La première, c'est effectivement un lien avec l'électricité un peu évident, même si on aime éviter qu'il y ait des étincelles sur le chantier, on l'a choisi quand même parce que ça fait référence au secteur de l'électricité et au secteur enfin et au en fait, à l'idée qui arrive, à l'impulsion qu'on a au Le tout dé déclic. le Mmh. déclic exactement qu'on a quand on décide, de se former et de changer en fait de situation professionnelle. Donc on sait que la transition professionnelle, c'est pas toujours simple, que ce soit en termes de rémunération, de projet de vie, de visibilité, sur ce qu'on va devenir, ce qu'on va faire. Donc on essaie au mieux d'accompagner les personnes qui ont cette étincelle, pour les former. Et sur les profils, féminins, effectivement, on a des candidatures féminines, on a déjà formé, des apprenants, des apprenantes. À date, je pense que ça représente, moins de 5 de nos candidatures. On fait très attention à la rédaction des offres, comment faire pour, justement que ça soit le plus neutre possible et même le plus attirant possible, en communiquant bien sur les conditions de travail, préalables, mais en ouvrant le plus, le verbatim, là-dessus et surtout en collaborant avec des entreprises qui, elles, ont des actions, proactives aussi et donc on travaille, alors c'est pas encore, sorti donc je préfère pas que tant qu'il y a pas de concret, je préfère pas le communiquer, mais voilà, on a quand même des projets de travail avec des entreprises du bâtiment, notamment des grandes entreprises qui ont, certaines envies, certains moyens aussi, côté RH pour, créer des équipes féminines, et qui ont des vraies volontés de parité là-dessus et donc nous, on tente aussi de faire notre part en proposant des sessions de formation, en allant justement, chercher les candidates, où elles sont, à ce sujet. On essaie d'éduquer les entreprises aussi pour, tenter de justement, pousser, des profils féminins, dès qu'on peut. D'ailleurs sur, les prérequis, en tout cas, le screening de profil, on va vraiment accueillir, des candidats féminins, dans tous les cas, sur notre campus. Donc on va tenter effectivement de mettre en avant, de donner confiance, de pousser à ce que, évidemment de manière bien renseignée, mais des personnes puissent, passer le pas. D'accord. Alors, les formations que vous avez, elles incitent beaucoup sur la pratique. Je crois qu'il y a plus de 50 du temps qui est passé justement à faire pour apprendre les bons gestes. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises ou avec des formateurs d'entreprises? Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? Tu as mis le doigt sur un des points principaux de création de l'étincelle, c'est que nous, on a voulu prendre le parti sur ces métiers techniques de former en présentiel. Donc on n'a pas de modules, digitaux ou à distance. De former sur, des formats intensifs, ça on en a déjà parlé, donc rapide, pour des retours à l'emploi, au plus tôt et le troisième point, c'est, proche de la réalité terrain des entreprises. Donc on a sollicité d'abord, les entreprises des secteurs, sur lesquels on travaille pour construire nos formations. Donc déjà au tout départ, on n'a pas construit, comme ça de nous-mêmes. Donc on s'est vraiment entouré de formateurs et d'entreprises, du secteur. Nos formateurs ont la particularité d'être des installateurs de terrain aussi. Donc ils font, soit qui ont de la saisonnalité dans leur activité, soit qui sont en seconde partie de carrière, soit qui souhaitent se diversifier, qui du coup viennent dispenser, leur savoir et leur expérience. C'est ça qui nous permet d'ailleurs d'avoir des formations intensives, c'est le fait qu'on a des formateurs qui, ont une approche très terrain et où nos apprenants se nourrissent de leur expérience. Donc on estime qu'en une semaine de discussion avec ces installateurs et de formation avec eux, ben, effectivement, ça vaut 2 à 3 formations, scolaires théoriques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur la construction de la pédagogie. Donc effectivement, les habilitations qu'on décerne, les travaux pratiques qu'on a construits sont directement en lien avec des situations, terrain réelles et donc les entreprises nous font des retours aussi sur et on reste en veille, comme on est spécialisé également, on peut rester en veille, de manière très active sur, ce qui se fait, les nouvelles technologies qui sortent. Donc on a plusieurs systèmes de panneaux solaires, plusieurs systèmes de fixation, plusieurs onduleurs, typiquement, voilà, en termes d'onduleurs pour transformer l'énergie, le courant continu en courant alternatif. On a des micro-onduleurs, on a des onduleurs de différentes marques pour rester assez agnostique et former en fait nos apprenants sur tout type de chantier puisqu'ils vont chacun aller dans des entreprises qui ont des spécialités, des manières de faire, différentes. Et j'insiste aussi sur le côté, on n'imagine pas, hein, il faudrait que j'illustre un peu, que j'ai un PowerPoint derrière moi, mais notre campus, c'est des plateaux techniques. Donc c'est une toiture photovoltaïque, par exemple, c'est qui monte jusqu'à 6 mètres de hauteur, sur lequel on passe les habitations travail en hauteur. Donc on a nos apprenants qui sont casques, harnais, ligne de vie et qui montent sur les toits, on a un échafaudage. Donc voilà, Et c'est c'est pas assez. une salle de classe avec tout le monde sur son ordi et On les l'a, la salle slides de qui classe pour défilent. la partie théorique, mais ça correspond à moins de 50 de la formation. L'autre partie, c'est vraiment câbler, installer les panneaux, mettre en service, voilà, les différents onduleurs. Donc on a une sorte de mini maison, et plein de différents supports et de différents, systèmes
qui sont à disposition pour nos travaux pratiques sur notre plateau technique. Si l'étincelle n'existait pas, quelles seraient les voies en fait possibles pour accéder à ces métiers? D'autres écoles, se sont créées dans ce domaine, des personnes qui souhaitent en fait, là aussi, contribuer aux besoins de formation. Là encore, on se répartit, souvent sur tout le territoire français donc en fait, le marché français, si on parle en termes économiques, est vraiment, énorme par rapport aux besoins qu'on a cités au tout départ sur des dizaines, des centaines de milliers de personnes à former. Là encore, juste après, je pouvais te dire qu'on avait formé 250 personnes par campus. Donc en fait, il y a un vrai ordre de grandeur, très différent entre les 2. Donc effectivement, on a des concurrents, mais j'estime pas qu'on se fait une grosse concurrence et qu'on est plutôt confrères dans la possibilité de justement répondre et démocratiser ces métiers-là. Et si, effectivement l'étincelle n'existait pas, je pense qu'il y a des formations qui se font parfois en interne dans les entreprises, mais ils n'ont pas toute la capacité de le faire. Donc, après il y a un sujet de sécurité parfois sur les habilitations, ou même de sécurité sur, qu'est-ce qui est vraiment vu en entreprise en termes de temps de formation, s'il n'y a pas eu un programme de formation qui a bien été mis en place et dispensé. Et sinon, il y a, les lycées professionnels quand même, sur nos formations en apprentissage qui, font du super boulot, mais qui là aussi, peuvent être débordés, peuvent être sur plein de métiers différents et voilà, sont peut-être parfois ce qu'on leur reproche, hein, après c'est le classique reproche, qu'on peut faire au milieu éducatif, c'est quelle est la connexion réelle avec le monde de l'entreprise et à quel point ils mettent à jour leurs connaissances. Nous, venant du milieu de l'entreprise, je dis pas qu'on est parfait non plus, mais en tout cas, on a créé notre pédagogie au plus proche de certains métiers spécialisés et on peut aussi être on va essayer d'être le plus pertinent possible. Et alors justement, donc un de vos gros points forts, c'est que les entreprises peuvent recruter en fait par votre intermédiaire. Alors, quelles sont ces entreprises justement qui recrutent, qui vous collaborez régulièrement? Bah, pour citer l'exemple des entreprises d'installation de panneaux solaires, on a, une TPE-PME, du bâtiment, en local qui va faire juste des chantiers, dans sa zone, tout comme, des grosses entreprises qui construisent les centrales, photovoltaïques qu'on peut voir sur le bord de l'autoroute et qui ont justement une gestion de chantier avec des centaines d'équipes, partout en France. Donc, nous on travaille avec des sociétés qui sont parfois pas les plus connues. On peut parler, finalement EDF, Engie, Total ont tout un réseau de sous-traitants, qui interviennent sur le terrain et qui permettent, l'installation et la des centrales, d'énergie renouvelable et donc c'est plutôt ces entreprises-là avec lesquelles on va travailler et en fait, on travaille avec elles sur du recrutement parce qu'en fait, elles ont ces besoins-là et aujourd'hui, il y a plein d'offres à pourvoir. Elles postent des offres, en direct qu'elles n'arrivent pas à pourvoir parce que tous les bons électriciens, par exemple, sont pris et donc elles doivent se tourner vers d'autres solutions et avoir un partenariat avec des centres de formation est essentiel pour elles afin de diversifier leurs sources de recrutement. Parce qu'évidemment, avoir un chef d'équipe qui a déjà de l'expérience, c'est super. Parfois, ce chef d'équipe, il faut qu'il encadre 2, 3, 4 techniciens. Et voilà, comme les métiers n'ont pas 10 ans non plus, on a l'occasion de les former et de capitaliser sur les expériences dans d'autres secteurs pour qu'ils aient du renfort pertinent et sur les bonnes compétences. Puis après, évidemment, le travail est fait sur le terrain pour s'améliorer et en fait, faire monter en compétence aussi les personnes par la pratique aussi en entreprise. Et alors par exemple, imaginons qu'un jour Unit souhaite recruter justement une équipe de techniciens en interne. Est-ce qu'on peut passer justement par l'étincelle? Ah tout à fait, alors là, il peut y avoir deux questions, deux challenges. Soit, imaginons Unit, a acheté une société d'installation, mais plutôt dans un autre domaine, dans les éoliennes, imaginons et souhaite, aussi les former, sur l'installation de panneaux solaires ou alors a une activité de fibre optique, d'installation de fibre optique, mais souhaite, les convertir leurs salariés en installateurs de panneaux solaires. Nous, on a déjà fait des prestations de formation interne. Donc là, c'est plus un financement, OPCO qui est aussi mobilisable. Donc l'entreprise n'a pas à payer 100 de sa poche. Mais si, Unit n'a pas d'effectifs, à date à former, nous, on les aide à identifier les bons candidats. Donc nous, on fait tout un travail de sélection. On a à peu près 1 500 candidatures par mois et sur ces 1 500, beaucoup aussi ne sont pas d'accord avec les conditions de rémunération pendant la formation, de travail sur ces métiers-là, donc souhaitent un peu se renseigner et découvrir. Mais une fois qu'on sélectionne et qu'on rencontre les personnes les plus sérieuses et avancées dans leur projet, on les met en relation avec nos entreprises partenaires selon les besoins de recrutement. Donc, par exemple, Unit, tu vas me dire que c'est à Lyon, sur du grand déplacement, des énormes centrales photovoltaïques, donc il faut être disponible du lundi au vendredi pour découcher et forcément rentrer chez soi que le vendredi soir et le permis est obligatoire. En fait, suite à ça, je vais pouvoir te proposer une sélection de profils
qu'on a déjà sélectionnés, qu'on travaille avec qui qu'on aide sur la recherche d'entreprise pour mettre en place des entretiens. Et une fois que la personne est sélectionnée, que le profil est sélectionné, bah là, on avance plutôt sur la partie administrative et mise en place du programme de formation. D'accord. Bah, écoute, éventuellement, ça pourra un jour peut-être intéresser Unit, hein, Ouais, voilà. S'ils nous écoutent, ouais, voilà, tout à fait. ou d'autres, de nos confrères, Bah, qui on pourraient travaille avec des avoir besoin sous-traitants de de ça. Unit et on a beaucoup d'entreprises qui se posent la question aujourd'hui dans les développeurs photovoltaïques ou énergie renouvelable au sens large, qui se posent la question de: «Est-ce que mes techniciens, je dois les embaucher en interne?» Parce que c'est vrai que c'est un sujet d'avoir finalement un peu plus de contrôle sur ces chantiers, de savoir, de dépendre moins de sous-traitants, de se dire: «OK, bah, je connais mes timings, mes plannings, je recrute mes équipes, donc je choisis aussi qui mettre où». Et on a plusieurs entreprises, similaires à Ionit qui se sont parfois lancés dans le défi de construire leur propre équipe de techniciens et qu'on a accompagnés sur le sujet. Donc c'est effectivement, c'est pas si utopique ou délirant que ça comme hypothèse. Alors, tu as mentionné l'éolien d'ailleurs. Je me demandais, par rapport aux perspectives de développement que vous avez, donc là, c'est pour l'instant, voilà, tu m'as parlé des panneaux solaires, des véhicules, et cetera. Est-ce que l'éolien, vous allez vous y frotter à un moment ou pas du tout? Ouais, alors évidemment, idéalement, on aimerait se frotter à beaucoup de métiers, qui permettent, la transition énergétique, que ça soit l'éolien, le nucléaire. Néanmoins, il y a des sujets de plateau technique et de métiers qu'on ne maîtrise pas encore sur ce voilà, on veut quand même maîtriser un métier avant de pouvoir former dessus. Là, à date, on irait, plutôt se spécialiser sur d'autres métiers généralistes en lien avec, les énergies renouvelables, comme par exemple, la climatisation, que ce soit la pompe à chaleur, le chauffage. En fait, plutôt les milieux de l'énergie, traditionnels qui sont en train de changer, sur lesquels, on va dire, il y a un peu moins de spécialisation et niche, à aller chercher puisque, ça permet de servir aussi les besoins des entreprises traditionnelles, qui, elles, se transforment également. C'est en tout cas en réflexion parmi les prochaines formations qu'on pourrait lancer mais sur du très long terme, effectivement, celle que tu as mentionnée également. Et est-ce que vous avez d'autres campus qui vont ouvrir ou pour l'instant, on reste sur les 3 dont on a parlé? Bah, dans un futur, très proche, effectivement, on est pour l'instant sur ces 3 campus-là, mais on a sur, plutôt l'année 2026, l'envie effectivement d'ouvrir un ou 2 campus, sur, parce que voilà, pour géographiquement couvrir, on peut le deviner du La coup où France, est-ce que ouais. ça ouvrirait par rapport, voilà, à un quadrillage, de la France par rapport aux villes déjà existantes. Moi, j'étais curieuse, est-ce que, les personnes qui postulent, avec qui tu discutes, est-ce qu'elles sont sensibles aux enjeux de demain? Au-delà, voilà, au-delà du salaire, au-delà des opportunités d'emploi et cetera, est-ce qu'elles ont cette sensation finalement de peut-être en entrant dans cette branche-là, de participer à une solution et à voilà, à développer les énergies vertes et l'énergie, de demain? Pour te répondre tout à fait honnêtement, c'est pas la première de leurs préoccupations. Avant tout, ce qui attire, c'est vraiment le sujet métier d'avenir. Pourquoi? Parce que ça combine, une tension donc que les recruteurs souhaitent, heu, rémunérer ces compétences aussi à la hauteur de la difficulté qu'elles ont à les recruter et donc très clairement, ça permet aussi des perspectives d'évolution, rapides, par rapport à des filières plus déclinantes dans lesquelles ils sont. Donc ça leur permet de réutiliser des compétences BTP qu'ils peuvent avoir obtenues, ces dernières années, dans un domaine, qui va pouvoir les mettre en valeur et nous, on reçoit énormément de candidatures, on va dire de manière assez organique donc on observe que ces métiers sont quand même connus, diffusés de plus en plus. Je pense que dans les grands médias, on parle de plus en plus des énergies vertes, de la transition énergétique, énergies renouvelables et donc l'aspect contribution, effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on réalise quand on le fait, qui est plus voilà, la joie des personnes, qu'on aide, à devenir plus indépendantes, énergétiquement, les résultats d'énergie économisée, que ce soit pour soi ou pour les autres. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on nous a, partagées, mais plutôt pour des techniciens qu'on avait déjà formés, qui avaient déjà un peu, d'expérience terrain. D'accord. Alors Paul, évidemment, je mettrai, dans les notes de l'épisode, le lien vers votre site internet. Donc, si des personnes sont intéressées, elles pourront tout à fait, vous contacter ou aller voir par elles-mêmes. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire si on veut postuler, par exemple, si quelqu'un qui nous écoute, voilà, est intéressé, voudrait en savoir plus, est-ce qu'on vous Pense appelle? Ça se passe, Ça passe, sur notre site internet, l'étincelle.co, l'étincelle tout attaché, pour que ça soit pour laisser une demande d'information pour, les formations entreprises, que ça soit en interne ou dans des projets de recrutement et aussi côté candidat, c'est aussi notre porte, centrale, notre issue, de candidature sur laquelle, en fait, on pose quelques questions sur le projet professionnel, la motivation, on demande le CV afin de pouvoir analyser, la candidature et revenir vers la personne au plus vite. super.
Écoute, je crois qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin avant de rendre l'antenne? Voilà. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour les personnes peut-être qui hésitent à se lancer ou de façon plus générale sur des choses qui seraient importantes pour toi dans ce domaine, recrutement, énergie renouvelable, etc. Non, complètement. Bah, le mot de la fin, ça serait, pour ceux qui hésitent à se lancer, que ça soit côté candidat ou aussi au niveau des entreprises qui parfois ne voient pas bien le sujet de recrutement et de formation, comment les 2 peuvent être liés. Parce que ça demande en effet d'anticiper un peu, le temps de formation aussi dans leur projet de recrutement, d'avoir de la visibilité, ce qui est un peu difficile en ce moment. Mais, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que même dans des périodes assez troubles, on a quand même des super dispositifs, de formation pour, permettre d'intégrer des nouvelles personnes de différents secteurs dans des effectifs et dans des domaines, en tension. Donc effectivement, je pense que c'est plus réussir à ce que les 2 parties, candidats et entreprises, qu'on essaie de faire mieux discuter, réussissent à, justement saisir ces aspects-là que nous on prône, toute la journée, qui sont de côté entreprise, réussir à faire confiance à des profils qui, sur le CV aujourd'hui ne cochent pas encore toutes les cases, mais en fait, qu'on sélectionne nous sur l'aspect motivation et côté candidat, c'est réussir à effectivement passer par une phase de transition pour, voilà, partir d'un salaire peut-être un peu plus bas, avoir des conditions de travail, exigeantes au départ et strictes, mais qui en fait permettent d'avoir vraiment une carrière, et de l'emploi stable sur le long terme. Donc nous, on pousse aussi, ces 2 personnes, ces 2 parties-là à, bien réaliser ça et finalement on a déjà des super belles histoires de personnes qui sont venues se former chez nous il y a, 6 mois et qui maintenant sont chefs d'équipe dans des entreprises, s'éclatent. On a 90 par exemple, on n'a pas parlé, mais de nos résultats, on a 90 de taux de retour à l'emploi suite à nos formations. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche, Félicitations. et donc bah, merci, mais c'est Non, mais aussi, c'est bien, les tu peux le candidats, les dire. entreprises qui nous ont fait confiance, qui l'ont fait et les partenaires publics qui nous ont fait confiance. Donc en fait, c'est aussi, entre guillemets «de l'argent bien investi» pour tout le monde. Je veux juste, effectivement mettre la lumière sur ces dispositifs-là qui existent. Donc que ça soit avec nos partenaires, France Travail, que ça soit directement auprès des centres de formation, en allant nous voir, qui permettent en fait, bah, de répondre à des besoins et on sait que le besoin de recrutement et de construction de son équipe, bah, quand on crée une entreprise, c'est quand même un des principaux points et que nous, on peut intervenir sur toute un large scope, que ça soit du contrat d'alternance au CDI, expérimenté. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Paul, pour voilà, toutes ces explications, tous ces éléments. Et Avec grand puis, plaisir. Merci Marianne du temps de parole et du temps de présence ici. du temps d'antenne Voilà, ensemble. exactement. Merci en tout cas. Je rappelle donc que ton école s'appelle l'Étincelle, une école que tu as donc cofondée avec 2 personnes. Et puis donc on mettra, comme je le disais tout à l'heure, toutes les informations dans les notes de l'épisode si nos auditeurs sont intéressés pour en savoir plus. Merci Génial. beaucoup. Merci beaucoup Marianne. Et puis bah, écoute, je te libère pour que tu puisses profiter de ta soirée. Ouais, passe une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Je rappelle à nos auditeurs que le groupe UNIT développe, construit et exploite des centrales photovoltaïques, agrivoltaïques, éoliennes et hydroélectriques en France. Si vous qui nous écoutez, vous êtes propriétaire d'un terrain, d'une friche, d'une terre agricole et que vous êtes intéressé par ce type de projet, vous pouvez évidemment nous contacter. Et j'en profite également puisqu'on a fait un épisode un petit peu axé sur les écoles, la formation, le recrutement. Le groupe UNIT évidemment recherche toujours de nouveaux collaborateurs pour développer tous ces projets. Donc n'hésitez pas également à prendre contact si vous êtes intéressé. Merci beaucoup et puis à un prochain épisode.